Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce 193e déjà Saint-Étienne Night Club. On est à l'heure où on diffuse le 13 octobre 2025, on est lundi, l'automne n'est pas tout à fait là, c'est la trêve internationale. Donc on s'est dit quand même que pour vous occuper, on allait vous me proposer une émission XXL, et vous le savez, qui dit trêve internationale à chaque fois, c'est pour ma pomme, parce que les chefs ils savent que j'adore débriefer ce qui s'est pas passé ce week-end. Pour rien, merci Sylvain. Je voulais pas le dire, mais c'est vrai que pour le coup, il s'est pas passé grand-chose du côté de Saint-Étienne ce week-end. Mais comme l'a dit Joss avant l'émission, c'est un week-end où Saint-Étienne n'a pas perdu. Et ça, vous savez, après la saison dernière, les week-ends où Saint-Étienne n'a pas perdu, on en profite quand même un petit peu. Donc, trêve internationale, donc casting international. Vous savez, à chaque fois, c'est l'occasion d'avoir des invités super, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les chroniqueurs autour de cette table, mais je ne citerai aucun nom. En tout cas, on est très heureux d'avoir David Glusman avec nous. Ça va, David ? Salut les gars, merci beaucoup de l'invitation. C'est ma deuxième fois dans l'émission et la première était un plaisir non dissimulé. Je me faisais la réflexion, parce que c'était moi la dernière fois, je me souvenais plus quand est-ce qu'on s'était déjà vu. C'était aux alentours de Noël l'an dernier, je crois que c'était juste avant le mercato d'hiver, si je me souviens bien. Oui. Et j'avais prédit que Saint-Étienne ne finirait pas avec les latéraux avec lesquels ils avaient commencé. Sinon, j'aurais très très surpris et j'ai eu absolument tort. Je pense que la direction aussi pour le coup. Mais j'ai eu tort à l'époque. C'est clair. En tout cas, sachez que dans cette émission, on ne fera, et je vous demande de ne faire aucune allusion aux Girondins de Bordeaux. Puisque Sur le ton de la blague, on peut le faire, hein, parce que de toute façon, c'est un peu ce qu'on est devenu. Mais ouais, c'est compliqué en ce moment. Ouais, alors il fallait absolument pas dire ça pour un des chroniqueurs qui est autour de la table, qui du coup ne va pas se gêner de te mettre 2-3 cartouches. En tout cas, ils étaient les Girondins de Bordeaux qui étaient pas loin de chez moi ce week-end, puisqu'ils étaient à Tulle. Qualification à 0, absolument. Mais oui, contre l'ogre, tu dis. C'est vraiment, ça s'est joué à des détails. Mais j'espère que tu as apprécié la diffusion YouTube en tout cas. Comme toutes les semaines. Bah oui, le réseau corésien t'a régalé, ça fait plaisir. Je vous ai dit, casting XXL, donc lui c'est toujours un plaisir quand il est avec nous. Il a le plus beau micro du Twitch français. Il vous enverra un jour une photo de son micro qui clignote, c'est magnifique. C'est Sylvain, comment ça va Sylvain ? Ça va bien, je te remercie. Mon micro est de couleur bleue ce soir. Oh. Alors j'ai juste une petite particularité, c'est que je peux pas choisir la couleur. Et des fois il est vert, des fois il est bleu. Je sais pas comment on change, mais ça c'est lié à mes grandes compétences en informatique. On n'a pas vraiment le choix, mais après voilà, c'était un budget supplémentaire si tu voulais avoir le choix. Sylvain, t'arrives à dormir en ce moment avec la Coupe du Monde du vin, ou tu te dis que t'en as rien à foutre des matchs de Dylan Nguessan ? Alors je vous avoue que je suis pas du tout, pour la simple et bonne raison que c'est à des heures très tardives. Et en plus de ça, l'équipe qui est alignée n'est sûrement pas celle qui est la plus compétitive, puisque les clubs ne jouent pas forcément le jeu du fait que ce soit pas sur des dates dites FIFA, donc c'est assez compliqué. Ouais, en tout cas, Nguessan qui est en demi-finale de ce mondial U20, donc on lui souhaite bien sûr d'aller au bout. Et enfin, je vous l'ai dit, c'est peut-être la personne qu'on a ciblée plusieurs fois déjà dans cette intro. Il a vu une porte ouverte et il s'est glissé par la fenêtre. C'est notre fameux Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Salut Kevin, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Sylvain, bonsoir David. Moi je suis très content ce soir parce qu'il n'y a que des gens que j'adore autour de la table. C'est pas toujours le cas, notamment quand il y a Caruso par exemple. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu d'ailleurs. Voilà, mais là, vraiment, quand j'ai appris que David Glusman était là, j'ai un peu forcé la porte, effectivement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui on discute de pas mal de choses, de foot, de finance, dans le foot, de plein de choses. Donc, je suis très content d'être là et de partager cette émission avec vous trois. Mais c'est un plaisir partagé. Vous l'aurez vu du coup à la compo, pas de personnes affiliées au chat ce soir, c'est moi qui vais vous lire, mais rassurez-vous, tout est calculé, puisque avec nos trois compères qui n'ont pas leur langue dans leur poche, on va pouvoir
avoir du temps entre vous et moi. Donc n'hésitez pas quand même à faire remonter vos remarques sur ce dont on va débattre aujourd'hui. On va débriefer un petit peu ce début de saison. On va parler de notre exigence de supporters vis-à-vis de la SS. On va bien sûr s'attarder sur le prochain match contre Le Mans. Et on va un peu débriefer aussi les dernières actus qui tournent autour de Saint-Étienne et de Nevers. Mais avant, je vais quand même t'introduire, David, parce que je t'ai présenté comme si tu étais un habitué, comme si tu venais tous les 15 jours. Moi, je sais pas si au bout de 2 fois on est habitué, mais ouais, si tu peux me présenter, vas-y. Ouais, je vais faire assez rapide. Joss l'a dit, tu es un spécialiste des finances. C'est un peu ton dada, si je puis dire. Peut-être C'est même mon métier. ton métier. Je ne sais pas à quel point tu voulais révéler ça, mais c'est ton Non, métier. aucun souci. Et comme un fardeau n'arrive jamais seul, comme je l'ai dit, tu es supporter de Bordeaux. Donc c'est les finances et Bordeaux, ça fait quand même deux choses déjà assez incompatibles au premier abord, mais chez toi ça se rejoint. Tu es rédacteur chez Web Girondin. Ouais. Et surtout, j'étais étonné, puisque tu es toujours dans l'after, on te voit même, j'ai l'impression qu'on te voit plus souvent, ou alors j'ai de la chance, je tombe sur toi assez souvent. Bon, non, c'est ça. Mais c'était surtout la période estivale, en fait, où Ah. le casting change un peu, où c'est vrai que j'ai l'occasion d'un peu plus développer mes thèmes. Mais sinon, oui, assez régulièrement dans Génération After. Et depuis peu aussi, j'écris des articles pour le site d'RMC Sport. Donc voilà, c'est un peu. J'y prends énormément de plaisir à l'écrire également. Et oui, c'est aller lire et écouter David. Et je suppose que tu pubs un peu tes passages sur les réseaux. C'est toujours assez pertinent de t'écouter. Et donc on a un peu de la chance de... Enfin, on a deux stars d'RMC autour de la table, donc c'est vrai qu'il va falloir va falloir partager la couverture un petit peu, David. Mais on espère, sous cas, que d'ici la fin de l'année, Sylvain aussi fasse une apparition sur RMC. N'hésite pas, Sylvain. Comme ça, tu pourras partager ce club très restreint. Allez, on y va direct pour le débrief du week-end où il ne s'est rien passé. On dit tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club. Le débrief. Messieurs, je l'ai dit. Sylvain l'a avoué, il ne s'est rien passé ce week-end et pour cause trêve internationale. Donc on va profiter de ta venue quand même, David, pour avoir un œil un petit peu extérieur à Saint-Étienne sur ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Déjà, est-ce que toi, de près ou de loin, tu as pu suivre ce début de saison et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors oui, bien. Enfin, moi, je suis pas mal la Ligue 2. Je vous ai vu jouer en live 3 fois. J'ai vu votre dernier match contre Saint-Étienne. J'ai vu votre seule défaite contre Guingamp à domicile. Et j'ai vu votre victoire contre Reims. Ça, c'est des matchs entiers. Sinon, je regarde absolument tous vos résumés, long format, parce que vous êtes un club que j'apprécie et surtout qu'à mon sens, vous êtes peut-être un des projets financiers de développement les plus intéressants du football français actuellement. Donc, je vous regarde vraiment à la loupe. Ce que j'en ai pensé, il y a peut-être 2 étapes. Il y a un mois d'août où les recrues ont commencé à arriver, où on a pu peut-être penser que la cellule sportive tâtonnait. C'est vrai que votre cellule sportive, on va avoir l'occasion d'en rediscuter. Elle a été complètement refondée, mais comptablement, vous êtes là. Collectivement, peut-être un peu moins qu'individuellement, mais en tout cas, pour être un suiveur quand même assidu de la Ligue 2, si vos individualités, et pour l'instant vos individualités répondent présent, si collectivement vous n'êtes pas encore au point, c'est quand même, je crois que vous avez 2,5 points de moyenne, si je ne me trompe pas. Bon, ce serait quand même être assez exigeant que de ne pas se satisfaire de votre début de saison. Ouais, c'est vrai. Tu le disais, il y a eu beaucoup de mouvements et là je sais que c'est Joss qui va pouvoir rebondir car c'est un petit peu son dada aussi. Il y a eu des refontes au niveau de la cellule de recrutement, la cellule de performance, etc. Toi, d'un point de vue un peu plus précis, je sais que tu es assez friand de ça, David, est-ce que, en allant un peu plus dans le détail, qu'est-ce que tu trouves qui a été bien fait, qu'est-ce que tu trouves qui est encore perfectible là-dessus, sur toutes ces refontes ?
En fait, si tu veux, déjà, moi, il y a deux chiffres, même trois chiffres que j'aimerais mettre en avant. C'est que vous avez peut-être un des actionnaires les plus engagés et les plus généreux, en fait, du football français. C'est-à-dire que un moment où le football français tire complètement la langue, je crois que Kilmer, c'est plus de 60 millions d'euros je crois que c'est 67 même millions d'euros d'augmentation de capital Ouais. en 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont injecté deux fois, une fois 31, une fois 36, si je m'abuse. Donc, c'est quelque chose de quand même colossal. Vous dépensez plus de 70% des sommes dépensées sur le marché des transferts en Ligue 2. Je crois que le deuxième, c'est 3 avec 3,5 millions. Il y a 7 clubs qui ont dépensé de l'argent, dont un qui est Nancy, qui a dépensé 100 000 euros. Et vous, avec 25 millions d'euros dépensés, enfin, vous êtes et avec au sens positif du terme, vous êtes le PSG de la Ligue 2. Donc, non seulement vous dépensez, en plus, quand on regarde l'identité des recrues, à part le fiasco Pierre-Écois, dont on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, parce qu'après, ça va plus être un déroulé juridique, force est de constater que le recrutement cette année a été fait et bien fait. Moi, je suis très fan de Jaber, je suis très très fan de votre latéral gauche, Anan. Dufus, je pense que ça va être une recrue très intéressante, et surtout, vos deux meilleurs recrues, c'est Stassin et Davitashvili. Quel club français hors club européen et quel club de Ligue 2 peut se permettre de dire non aux offres que vous avez prétendument reçues pour Stassin et Davitashvili? Donc, Ouais. écoutez, moi, ce que je reprochais, et je vais essayer d'être un peu plus concis, ce que je vous reprochais l'année dernière, j'en ai même fait un avis dans l'after, c'est d'être resté au milieu du gué. C'est-à-dire que vous arriviez avec un profil trading, un profil data, vous avez même Rosenfeld qui a instauré, qui a amené la data en première ligue, qui avait même StatDNA qui a créé un logiciel de data, et vous restiez toujours avec une ancienne direction sportive, avec des recrues trading, mais des recrues aussi habituées à la Ligue 1, avec un entraîneur qui n'était pas du tout adapté au profil de ces nouvelles recrues. Enfin, vous avez franchi le pas. Enfin. On y a été Ouais, David, en moi, 2009. je vais même plus loin que ça. C'est qu'on s'est tous posé la question, la même que toi, c'est que sur le premier exercice, on se demandait en fait quelle était réellement leur intention, leur projet. Et cette année, je pense qu'ils ont fait un peu taire tout le monde, parce que là, ils se sont carrément dévoilés, que ce soit dans la structuration financière. Alors, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, les deux recaps, 31-36, c'est dans le même exercice, hein, c'est même pas sur deux exercices. Donc, il y a eu un message extrêmement fort qui a été lancé, le rachat de Sport5, la structuration sportive, technique, etc. Et le recrutement. Là, on se dit, on comprend où ils veulent aller. Mais il aura fallu un an. Alors après, on se perd en conjecture pour savoir pourquoi cette première année a été fade, un peu ou un peu incompréhensible. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. On peut se dire que peut-être ils avaient besoin d'un an pour voir sur qui ils pouvaient compter ou pas, bien comprendre le club. Bon, ça nous a coûté une descente quand même, hein. Ça, c'est à mettre au débit du projet. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça les a pas arrêtés dans ce qu'ils voulaient faire et qu'ils ont montré les muscles dès la deuxième année. Ouais. Je- Sylvain, toi, sur ce. Bon, on en a déjà parlé beaucoup, nous, parce qu'on est des habitués sur ce projet Kilmer qui passe la seconde. Écoute, voilà, je suis assez d'accord avec David sur le fait que comptablement, il n'y a absolument rien à dire. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'au regard des investissements et du travail effectué depuis le début de saison en termes de restructuration, en termes de recrutement, que ce soit au niveau des joueurs, mais également au niveau de tout ce qui compose l'organigramme, je pense à l'organigramme avec un grand O pour inclure tous ceux qui sont arrivés. Voilà, ce qu'il arrive, c'est somme toute plutôt logique. Voilà, il faudra remonter en Ligue 1 et pour moi la véritable réponse, on l'aura si le club remonte en Ligue 1 la saison prochaine. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la première saison a été un échec. Je pense qu'ils sont arrivés aussi peut-être avec un certain manque d'humilité, un certain manque de connaissance du football français et de ses caractéristiques.
Et voilà, aujourd'hui, je pense que les supporters stéphanois attendent surtout une saison en Ligue 1 pour identifier. Et c'est valable à la fois sur tout l'organigramme, mais aussi sur beaucoup de joueurs qui ont été recrutés, à savoir quel est le plafond de verre de certains. Tu partages cet avis, David, que la première saison où tu l'as dit, on y allait un peu, on va dire, à mi-chemin, quoi. On a essayé d'avancer, mais on n'a pas été au bout des choses. Tu l'attribues aussi soit à une méconnaissance, soit à un excès peut-être de confiance ou une mésestimation de la Ligue 1. Bah, tu sais, déjà, il y avait deux scénarios de prix au moment du rachat. Il C'est y vrai. avait un rachat, il y avait un scénario Ligue 2, un scénario Ligue 1. Ça veut dire que la Ligue 1 était plus ou moins une surprise. Parce que je crois qu'on est passé de 20 à 30 ou de 30 à 40 dans le prix, avec un delta tellement fort que moi, ça me fait dire qu'ils ne pensaient pas vraiment en fait monter en Ligue 1. Moi, j'ai très très bien suivi cette saison de Ligue 2 et vous êtes monté sur des performances individuelles, notamment de Cardona, absolument Oui, incroyables. qui a surnagé. Euh, le, oui, exactement. Donc voilà. Oui, je pense qu'il y a eu aussi un peu de. Moi, je suis Jason Rosenfeld. J'ai travaillé à Arsenal. D'accord. J'ai vendu de la data à Arsène Wenger. Moi, je suis Ivan Gazidis. J'ai ramené le titre à Milan. J'ai développé le football en MLS. Et le football français, c'est un environnement qui est spécifique. Saint-Étienne, c'est un environnement qui est spécifique. C'était compliqué de sortir d'Aloglio parce que les supporters étaient derrière d'Aloglio parce que malgré le fait que le fond de jeu était parfois absent, c'est difficile de se séparer d'un entraîneur qui vous a fait monter. C'est difficile de lui refuser Abdelhamid. C'est difficile de lui refuser certaines recrues. Donc oui, enfin, je pense qu'ils n'étaient pas forcément prêts. C'est dommage parce que avec tout le respect que j'ai pour certains clubs qui sont maintenus en Ligue 1, je pense que c'était vraiment une Ligue 1 qui était très, très, très prenable. Mais bon, voilà, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez eu l'intelligence de garder le même entraîneur. Vous avez eu l'intelligence de, enfin, en Ligue 2, j'avais eu d'ailleurs ce débat avec Félix Roy dans l'after, le trading, de manière générale, n'est pas un gros mot. Vous êtes allé pleine balle dans votre stratégie. Ça veut pas dire, on l'a vu, le trading, ça veut pas dire qu'on cède à la première offre. On l'a vu avec Stassin et avec David Ashvili. Vous avez montré les muscles et vous avez fait ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ils sont intransférables, ils sont vraiment intransférables. Quand on a de l'argent, quand on a de l'oseille, le pouvoir principal et le principal pouvoir, c'est de pouvoir dire non. Et vous avez su dire non jusqu'au bout. Tu en parles et je veux bien ton avis là-dessus parce que tu comprends, ça a beaucoup animé notre été, hein, le feuilleton Stassin, David Ashvili un petit peu moins parce que c'est un peu moins, on va dire, le chouchou du public. Euh, Est-ce que et on en avait fini par en conclure que, et je crois que Joss était autour de la table quand on en avait parlé. Tu me diras ça tout à l'heure, Joss, mais que c'était plus limite un choix de com qu'un choix sportif, tout comme le cas Ekwa, où c'est vraiment de dire, en fait, on est synthé et on se fera respecter, c'est nous qui Bien dictons, sûr, en fait. bien sûr, de montrer les muscles, mais c'est l'avantage d'avoir de l'argent. D'avoir de l'argent, tu peux en perdre pour envoyer des messages. Oui, tu Là peux. où n'importe quel club qui veut faire du trading, basiquement, serait dit, bon, écoute, là, en fait, tu sais, les clubs, en fait, marchent comme ça. Nous, on a d'autant plus maintenant un montant de vente à atteindre pour compenser le déficit d'exploitation. On a une valorisation sur chaque joueur. Dès que ça tape la valorisation, on cherche même pas, on sort. Mais là, ça sert à ça, l'argent. L'argent, ça sert à pouvoir dire non, en fait. Ça sert à pouvoir se dire, bah voilà, vous pouvez venir avec n'importe quel montant. Nous, on dira non. En plus, ils ont dit non à qui? La presse est bien informée, ils ont dit qui? Aux deux plus grosses fortunes françaises, quasiment. Au Pinot et au Arnaud. C'est-à-dire que eux, ils arrivent, C'est vrai. projet Pinot, projet Arnaud, bah nous, on est Kilmer, moi je suis Larry Tenenbaum, chez moi, on vend pas. Bah on vend pas, on vend pas. C'est vrai. C'est à ça. Moi, je ne sais pas si j'étais autour de la table, Kékette, quand on a parlé de ça. Moi, je ne dirais pas que c'est un choix de com, c'est d'abord un choix sportif. Deuxièmement, c'est un choix de protection de ton investissement. Parce qu'aujourd'hui, tu le vends cet été, tu vas le vendre un certain montant. Logiquement, s'il fait une super année en Ligue 1, tu vas le vendre plus cher. C'est à ça à Et parler de même s'il Stiber fait une même, hein. super, ouais, mais même si tu fais une super année en Ligue 2 et que tu finis à 30 buts, tu vas probablement le vendre plus cher. Donc c'est aussi une stratégie économique.
Et seulement à la fin, c'est une stratégie de com pour effectivement passer le message à l'ensemble des acteurs du foot français, les agents, les présidents de clubs, en disant nous, quand on a décidé de pas vendre, on vend pas. Et quoi est un cas un peu différent, où là, je pense que là, il y a vraiment une notion de, on est prêt à payer pour passer un message fort, pour montrer que le pouvoir, il reste aux dirigeants. Voilà. Parce que là, pour le coup, sportivement, ça peut se discuter. Tu te retrouves avec un mec qui t'a coûté super cher, qui va pas jouer, à un poste où on sent bien qu'on est un peu court. Donc là, pour moi, il y a une vraie stratégie de com derrière tout ça, stratégie de message. Mais comme l'a dit très juste titre David, ça, tu peux le permettre quand tu as de l'argent, en fait. Mais même quand tu as de l'argent, il faut accepter de se dire, ouais, et quoi, on va peut-être perdre de l'argent dans l'histoire. Mais comme on en a, ben on le fait parce qu'on estime que le message qu'on passe derrière tout ça est plus important que le reste. Voilà. Je vais te demander, Sylvain, de rebondir là-dessus. Et je prends une question dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Profitez d'avoir du temps pour vous ce soir pour remonter vos questions. Il y a Céline dans le chat qui nous demande, Sylvain, tu vas pouvoir y répondre en plus de rebondir sur le sujet, qui nous demande quel risque financier et sportif pourrait empêcher la remontée actuellement si on s'arrêtait là à aujourd'hui. Et le risque sportif et financier? Ouais. Bah, je crois que aujourd'hui, mes deux compères de la table, ils ont dit des choses qui sont absolument inéluctables. C'est qu'on a une telle puissance financière qu'aujourd'hui, l'aspect financier, dans la mesure où les têtes pensantes veulent continuer le projet qu'ils ont entamé, veulent poursuivre, je vois pas en quoi il y a un risque financier quelconque. Aujourd'hui, je crois qu'on est, et David et Joss pourront le dire encore plus que moi, dans une des pires situations en termes financiers pour le football français, que ce soit via les droits TV, mais aussi via beaucoup de choses qu'il faut réorganiser. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, je pense que le risque financier, il est plutôt faible, puisque jusqu'à maintenant, on a Kilmer qui a fait le nécessaire pour couvrir financièrement, entre guillemets, les trous. Quant à l'aspect sportif, en fait, j'arrive pas à imaginer une autre issue que le fait qu'on retrouve la Ligue 1 en fin de saison. C'est peut-être un peu Non, pareil. prétentieux ce que je vais Moi, dire, je suis un observateur extérieur. Je pense que collectivement, 3 est un peu au-dessus de vous en ce moment, mais individuellement, en fait, quand on voit vos fins de match, quand on voit les éclairs sur lesquels vous marquez, bon, vous êtes individuellement plus fort. Moi, je vais rebondir en fait sur ton intervention qui était très juste, Sylvain. C'est-à-dire que c'est le moment aussi d'accélérer. Pourquoi l'environnement actuel du football français est parfait pour Kilmer? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de régulation financière. C'est-à-dire que la DNCG a une approche de solvabilité. Si vous financez votre saison, vous pouvez dépenser comme bon vous semble. Donc c'est le moment d'accélérer. C'est aussi le moment d'accélérer parce que tous vos concurrents, quasiment, ne peuvent pas investir. On le voit en Ligue 2, mais on le voit aussi en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a qui peuvent investir à hauteur de 25 millions d'euros sans vendre quasiment, parce que le confort de Saint-Etienne aussi, c'est de ne pas avoir vendu. Reims a un tout petit peu investi, mais Reims a vendu pour quasiment 70 millions d'euros. Là où Saint-Etienne a pu dire non. Donc en fait, c'est vraiment ces 2-3 années où on va se retrouver avec Ligue 1 Plus, avec une énorme difficulté, encore plus l'année prochaine, quand Bein va potentiellement ne plus avoir le match du samedi, quand la pénalité d'Azone va disparaître, où le versement va être encore plus maigre. Et c'est à ce moment-là où ceux qui ont de l'argent doivent accélérer. C'est pour ça que McCourt n'a jamais coupé la pompe, et c'est pour ça que pour Kilmer, là, les 2-3 ans qui arrivent, ils sont absolument essentiels, comme pour le PFC. Il faut s'ancrer non seulement en Ligue 1, mais dans le haut tableau de Ligue 1. Avec les moyens financiers qui est en jeu là et qui est à disposition, c'est le haut tableau de Ligue 1 qu'il faut jouer. L'environnement économique et réglementaire est parfait pour eux. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec David là-dessus, et on le dit pas assez. Je pense qu'on n'a pas encore pris de plein fouet les conséquences de la crise du foot. C'est-à-dire que là, Très encore loin de ça, l'année dernière, très loin de il y a ça. encore des gens qui ont vendu les fonds de tiroir, qui ont vendu, voilà. Mais à partir de l'année prochaine, celle d'après, encore celle d'après, il va y avoir deux foot en fait. Il va y avoir le foot de ceux qui ont un actionnaire puissant, et il y en a pas tant que ça. Et il va y avoir tous les autres. Et là, je rejoins 100% David, c'est le moment d'investir en fait. Et c'est exactement ce que Kilmer fait et ce qu'ils ont compris.
Et je trouve ça plutôt intéressant pour l'avenir, pour nous en tout cas. Ah, mais surtout que les gars, enfin, il y a surtout le fait que ces comptes courants d'actionnaires qui sont désormais à plus de 700 millions d'euros, c'est la façon qu'a l'actionnaire pour combler un déficit d'exploitation. Les gars, le prix du foot, c'est un business de grandes personnes maintenant. Le prix du foot a explosé. Le budget de Lorient l'année de la descente, c'était le budget de l'OM vainqueur de la Ligue des Champions. Donc en fait, il y a très très peu de personnes physiques en France qui peuvent se permettre de préfinancer, c'est-à-dire de mettre de la monnaie sonnante et trébuchante sur un compte à hauteur de dizaines de millions d'euros à la fin de chaque saison. Là, Joss a complètement raison. C'est-à-dire qu'on va arriver, au bout d'un an, 2 ans, à un essoufflement des ressources, et ceux qui ont des munitions seront en position de force, énormément en position de force. Et aujourd'hui, pour poser la question et aller plus loin, parce que c'est vrai que vous êtes assez, comment dire, vous arrivez à vous projeter, chose que moi j'ai beaucoup de mal et je pense que je suis pas le seul sur l'aspect financier. Aujourd'hui, d'investir maintenant et de devenir une équipe puissante, malgré tout, le fait de retrouver des droits TV et des finances qui vont être à une hauteur, disons, acceptable, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut, sans rechigner, dire que c'est inacceptable les droits TV et c'est invivable pour la majeure partie des clubs. Aujourd'hui, est-ce que investir autant, est-ce qu'ils s'y retrouveront à moyen terme, voire à long terme, au-delà de l'aspect sportif, je parle. Sylvain, déjà, les droits, avant que les clubs retouchent vraiment du pognon de Ligue 1+, il va se passer un peu de temps. Hein. Parce que là, C'est je sais plus, pour ça. Mais ce sais ne plus combien, sera je pas sais plus Liga combien il qui me avait, je sais demande, plus mais combien il avait fixé la barre, le garçon, mais je crois 2,5 millions d'abonnés pour qu'il arrive à redistribuer 80 millions d'euros, quelque chose comme ça. Enfin, exactement. on est devenu, enfin, c'est la paupérisation du foot français par ces revenus-là est juste gigantesque. C'est un cataclysme par rapport à ce qu'on a pu connaître à des époques à 6 ou 800 millions d'euros. 6 ou 800 millions d'euros. Là, on est en train de parler d'essayer péniblement de retrouver 80. Et ça D'où sera pas l'intérêt pour de cette Sport année. 5. D'où l'intérêt de Sport 5. Est-ce que la Notamment, ouais. stratégie est très Notamment. intéressante, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de droits télé, qu'est-ce que la stratégie de Kimmer, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de diversifier leurs sources de revenus, qui Revenu veut externe. dire exactement revenus externes, donc des revenus du trading, parce qu'à un moment, Stassin partira, Davidashvili partira, Nguessan partira, vos meilleurs actifs partiront, mais partiront au bon prix choisi par l'actionnaire, et surtout que maintenant, tout ce qui est droit d'image, tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est ticketing, tout ce qui est hospitality, donc ce qui est l'éloge à Geoffroy Guichard, on va essayer de développer ces sources de revenus alternatives et on va mettre au bon poste des gens qui sont capables de développer ces revenus. C'est-à-dire que on va être moins dépendant de personnes extérieures, de négociations extérieures, donc du marché des joueurs et du marché des droits télé. C'est aussi ça qu'ils ont Et on peut senti pour ajouter l'instant. peut-être, David, que ils ont assorti tout ça d'une politique de contrôle salarial qui est plutôt pointue quand même. Et de gestion des contrats qui est plutôt intelligente. Bah, Parce que ça, c'est l'autre cancer du foot, hein, du foot bah, français en tout cas. C'était cette explosion dingue des masses salariales de partout, avec des salaires qui n'avaient plus aucun sens pour certains joueurs. Je crois que Kilmer là-dessus, ça, ils l'ont bien compris et que ça restera sous un contrôle précis. justement, il y a une question là-dessus, Joss, dans le chat, il y en a même deux, que je vais lier. Il y en a Céline qui nous demande comment, avec la masse salariale actuelle, comment elle est soutenable avec les revenus qui sont limités. On a déjà un petit peu répondu, mais tu vas peut-être pouvoir approfondir. Et Leïla qui nous demande comment, en cas de remontée, ne pas faire les mêmes erreurs que précédemment avec un effectif de Ligue 2 qui aura des joueurs encore sous contrat. Bah déjà, l'actionnaire, en renforçant les fondations de la maison, en remettant dans les fonds propres, bah, c'est donner le temps d'avoir quelques déficits à inscrire au bilan en fin de saison pour les années qui viennent. Et puis surtout, ils ont la latitude de, comme disait David tout à l'heure, de compenser en compte courant d'actionnaire quand il y aura besoin de remettre. Si les revenus externes ne se développent pas suffisamment vite, par exemple, pour arriver à compenser une éventuelle envolée de la masse salariale, ils auront les moyens De remettre de au cours. rajouter ce qui manque. Ouais, ce qui va pas être le cas de beaucoup de clubs hein, sur les 38 clubs pro Ligue 1, Ligue 2. Et il y en a très peu hein, dans ce cas-là. Hein. Il y en a une dizaine, David, si je me trompe pas. Hein. Ah, tout à fait. Moins d'une Moi, je dizaine. suis. Et en Ligue 2, alors là, ça peut Ah potentiellement bah, être à 25.
Oui, je pense que ça va être une boucherie, la Ligue De 2. toute façon, les droits de télé Ligue 2, on va pas parler mandarin. Ils sont passés de 4 millions à 600 000 euros. Donc voilà, et pour des budgets qui sont aux alentours de la dizaine de millions d'euros en moyenne en Ligue 2. Vous vous rendez pas compte C'est la perte de revenus que Mm. ça occasionne? C'est dramatique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est beaucoup plus impactant pour les clubs de Ligue 2, effectivement, parce que ça Bien représentait sûr. une part encore plus importante de leur budget. Et avec Euh, des actionnaires qui ont les poches beaucoup moins profondes Exactement. que les clubs de Ligue 1. Il n'y a pas que Kilmer et le City Group, c'est vraiment des énormes exceptions. On a eu de la chance, quoi. Ah oui, bah moi, en tant que supporter bordelais, je peux t'assurer que vous avez de la chance. Hein. Ça, Je je te l'ai te pas garantis. posé hein, mais dans la question. Non, mais tu peux y aller, allez-y, Dans le allez-y. chat, il y a quelqu'un qui a demandé, en voyant le parallèle avec Bordeaux, on peut s'estimer heureux d'avoir eu le tirage gagnant au jeu des actionnaires. Ah ouais, Ouais, je pense que. on a pris la boule noire, nous. Ça, c'est ouais, sacrée boule noire. Ouais. Mais vous êtes Plusieurs pas, fois, en vous plus. êtes, oui, vous Oui, êtes c'est pas ça le qui est seul à les fort. avoir pris, c'est ça le problème. C'est ça. Non, mais en plus, nous, on a une autre boule noire avant. Non, mais nous, on a tout pris, ouais. Ouais. Ah, ouais, c'est ce que. Ouais, lâche Kumun. Mais ça va revenir, ça va revenir. En tout cas, on vous le souhaite. On a hâte de vous retrouver tout en haut, là où vous devez être, comme nous, normalement. Mais de ce que j'entends, messieurs, j'entends beaucoup de positifs de votre part. Ça me fait plaisir, déjà, quand on parle de mon club. Et on va passer du coup au deuxième dossier du soir. La question, elle est un petit peu tranchante et j'attends vos avis dans le chat. On nous demande, et je vous demande, est-ce qu'on n'est pas trop exigeant avec Saint-Étienne quand même? Parce que quand même comptablement, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure au niveau des résultats, on est quand même à 20 points en 8 matchs. Tu l'as dit tout à l'heure David, c'est 2,5 points par match. Autant vous dire que C'est ça, ouais. c'est un rythme largement suffisant normalement à monter. On est au-dessus en termes de structuration, de capacité, d'effectifs, enfin tout ce que vous voulez. Mais pourtant, on n'est pas... on n'a pas décollé, quoi. On n'a pas mis 6 points à tout le monde. On est ex aequo, du coup, en haut de la Ligue 2. Un jeu qui est parfois un peu poussif. Tu l'as dit, David, des fois, on se remet un peu à des individualités. Ah oui, vraiment. Mais Souvent même. mais en même Pas temps, que parfois, souvent. mais en même temps, elles sont un peu là pour ça aussi. Ouais. Est-ce que pour toi, David, on est un peu trop sévère avec notre œil de supporter et est-ce que toi, tu es plus dans le sens de dire non, mais les gars, ça va le faire, Ah bah, c'est pas si grave, quoi. en fait, non, mais après, je pense que quand vous n'êtes pas encore hyper prêt collectivement, parce que vos recrues sont arrivées relativement tard, qu'il y a des trêves internationales, que donc il n'y a forcément pas énormément de jours de préparation, et il y a, comme je l'ai dit, Troyes qui est peut-être plus prêt collectivement, parce qu'ils ont eu leurs joueurs plus tôt. Donc voilà, après, franchement, quand on regarde par rapport à l'adversité, Trois, vraiment, moi j'adore leur effectif. Je trouve il y a énormément de bonnes pioches. Ben Tayeb, c'est un super joueur. Antoine Mille, c'est un super joueur. Godzi, derrière, c'est un très très bon joueur. Ifnaoui au Red Star, moi vraiment j'adorais. Stéphane Dumont, c'est un coach très sérieux. Sibierski a fait du bon boulot. Je pense que trois seront là. Mais après, Pau, j'aime beaucoup Pau. Franchement, c'est le miracle permanent sur le marché. Sur le marché, ils arrivent toujours à trouver des joueurs là. Ils ont pris Sadik, un mec, je crois, qui était à l'Espagnol Barcelone, qui marque. Ils ont pris Versini sur le côté, qui est très bon pour remplacer Patembou. Mais je suis pas sûr que sur la durée, ça tienne énormément. Idem, le Red Star. Ils ont des problèmes actionnariaux. Ils sont détenus par leurs créanciers. J'ai l'impression, je pense que ça va tirer la langue à un moment donné. Reims, Gerhardt, il m'a pas encore ultra convaincu. Ils ont un effectif qualitativement qui est fort, mais moins fort que le vôtre. Voilà, franchement, comparativement, dès que vous, ça va un peu mieux tourner collectivement. Bon, bah, franchement, normalement, ça devrait le faire. J'ai pas envie de vous porter la choumoune, mais de ce que je vois, il y a quand même une belle marge de manœuvre par rapport à la concurrence. Et avec les moyens viennent l'exigence. Attends, on va pas commencer à prendre des pincettes avec vos objectifs. Vos objectifs, c'est la montée directe, voire être champion, même être champion. On doit être exigeant avec ce niveau d'investissement. Sylvain, t'es d'accord, on est exigeant, certes, mais est-ce qu'on est trop sévère quand on passe des fois un petit peu de temps à critiquer le jeu, à critiquer ce que nous propose Saint-Étienne?
Ah, déjà, je me demande si l'un ne va pas sans l'autre. On est exigeant, on est sévère, mais est-ce que ça veut dire forcément qu'on n'est pas satisfait comptablement de ce qui se passe? Je trouve que c'est pas forcément l'un ou l'autre. Aujourd'hui, David, enfin, il a dit exactement ce que je pensais, c'est qu'aujourd'hui, nos prestations, elles se remettent très souvent à des exploits individuels. Et aujourd'hui, on est en mesure d'attendre d'une équipe qu'elle est capable de gagner collectivement. Aujourd'hui, ces individualités, elles ne feront peut-être pas la différence autant en Ligue 1. Dans une projection moyenne, à moyen terme, je pense que se remettre à des individualités, il faudra des individualités plus fortes pour gagner les matchs comme on le fait en Ligue 2. Donc on est en mesure d'attendre peut-être d'avoir un projet collectif un peu plus fourni, un peu plus huilé, un peu plus compréhensible aussi des fois. Maintenant, il y a eu beaucoup de changements cet été. Il y a des nouveaux joueurs qui découvrent à la fois le championnat de France de Ligue 2, mais aussi l'environnement Saint-Étienne, une nouvelle langue, un nouvel environnement. Donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Je pense que le bilan, on le fera peut-être à la mi-saison et on aura déjà un début de réponse par rapport à l'aspect collectif de la chose. Mais je crois qu'on est en mesure d'attendre mieux collectivement de la S Saint-Étienne. Et petite correctif, c'est pas 20 points en 8 matchs, mais c'est 20 points en 9 matchs, 9 ce qui nous fait un matchs. petit peu moins de 2,5 points par match. Ouais, parce que Voilà, je voulais juste ajouter ça. c'est comme quoi on n'est pas tous doués avec les chiffres, on en a deux. Voilà. C'est le problème, hein. Joss, toi, sur cette question-là, je vois Leïla, tu vois, dans le chat qui nous dit qu'il prend en exemple la prestation contre Guingamp, hein, qui nous avait. Enfin, je me rappelle que la semaine d'avant, on parlait de peut-être potentiellement rester invaincu toute la saison, et puis patatras, quoi. Donc, on est sévère, mais à Ah, raison, des fois. moi, déjà, je fais une différence entre. Il y a deux termes qui ont été employés, et pour moi, c'est pas les mêmes. Je fais une différence entre être sévère et être exigeant. Ah oui, c'est pas pareil. Je pense il faut qu'on soit exigeant. Ce club a tellement manqué d'exigence dans un passé récent que, pour moi, l'exigence, c'est toujours bien. Après, c'est une exigence induite aussi, induite par la déception de l'année dernière, induite par les moyens impliqués. Oui. Donc, les moyens créent l'attente, hein, tout simplement. Et aussi, peut-être par défaut, alors, bon, c'est peut-être plus personnel ça, mais oui, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on s'attendait peut-être à un Saint-Étienne plus dominateur, même au classement, qui se détache au bout de 10 journées. Et ben, il faut juste remarquer qu'il y a des équipes qui font le taf, tout simplement. Et que finalement, la marge, pour l'instant, parce que je rejoins assez David sur le fait que je vais attendre de voir ce que donnent les trois équipes en bleu, là, dans le tableau. Pour l'instant, on n'a pas fait la différence. Alors peut-être on s'imaginait la faire plus vite. Après, le constat, on le fait tous, le jeu, c'est pas toujours terrible. Léla, que je salue, a fait remarquer qu'effectivement, il y avait vraiment de quoi être sévère contre Guingamp, parce que c'était vraiment pas bon, tout simplement. Ouais. Et que, oui, alors est-ce que c'est être exigeant que de vouloir qu'il soit bon à chaque match? Je crois pas. Je crois que c'est bien, ça tire tout le monde vers le haut. De temps en temps, ça sera pas le cas. Moi, j'attends des deux derniers tiers de la saison, effectivement, que ça progresse quand même collectivement. Parce que, alors, Sylvain se projetait déjà en disant les individualités font peut-être pas tout le temps la différence en Ligue 1. Moi, je dis aussi peut-être sur la saison, elles ne la feront pas toujours en Ligue 2. Donc, il y a bien un moment donné, il va falloir que ce soit le collectif qui fasse le taf. Et là-dessus, ouais, le compte n'y est pas encore tout à fait, c'est clair. Mais moi, je trouve ça très bien qu'on ait ces discussions-là parce que ça tire tout le monde vers le haut. Il faut attendre encore plus de cette équipe parce que voilà, l'objectif, il est clair. On doit terminer premier de cette Ligue 2. Tout autre résultat, à mon sens, sera un échec. Ouais, donc on est Après, exigeant. les gars, Guingamp, ils ont eu du mal, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais Guingamp, il y a beaucoup, beaucoup de qualité. Moi, j'ai vu votre match. T'as un Emia, par exemple, je pense qu'il joue dans 10, 12 équipes de Ligue 1. Un très bon joueur. Mafuta, c'est un bon joueur. Ils ont fait une grosse partie, mais après, ils ont mis en lumière vos défauts, ce qui fait que vous concédez quand même beaucoup d'occasions, moi, je trouve. Ouais. La gestion de la profondeur, elle est Et quand là, même régulièrement compliquée. Et voilà, eux, mais comme Montpellier aussi a parfois un peu mis ça aussi en lumière. La prestation de Montpellier, et alors ils perdent David, 2-0 contre vous, c'est une des moins mauvaises de leur saison, qui est catastrophique. David, tu mets le doigt aussi sur un autre axe de progression que le club doit avoir. C'est aussi son entraîneur. Aujourd'hui, Orneland, on est Mm. qui est ambitieux, qui est équilibré aussi, n'ayons pas peur de dire les choses.
Et aujourd'hui, on peut se questionner aussi sur ses ajustements tactiques. Pour moi, le match contre Guingamp, c'est aussi la victoire de Ripoll contre Horneland. Clairement. Parce que tactiquement, il a su mettre en lumière les carences stéphanoises et appuyer dessus Ouais. pour remporter ce match. Et je trouve euh, que Horneland, et ça a été le cas aussi l'année dernière en Ligue 1, est en difficulté quand le plan A ne marche pas. C'est très difficile pour lui de Je, mettre en place je- le plan B et de trouver la solution. je vais corroborer, je vais te relaisser la parole, David, sur ce qu'a dit Sylvain, et compléter par, voilà, vous dites que l'objectif c'est la Ligue 1, tout autre résultat que monter serait un échec, mais du coup, oui, comme le dit Sylvain, du coup, ce plan de jeu, cette non-flexibilité, ça va poser problème. Si c'est vraiment ça l'objectif, là on devrait se servir de cette saison pour préparer, et au final, on a les mêmes rigidités, les mêmes erreurs qu'on rencontrait déjà l'an dernier, quoi. Oui, bah, en fait, il est pas du tout flexible. Je pense que c'est quelqu'un qui ne changera pas, même à la marge. On l'a vu en Ligue 1, il était capable d'être droit dans ses bottes jusqu'au suicide. C'est-à-dire que il y a certaines de vos demi-heures de jeu qui ont été parmi les meilleures que j'ai vues en Ligue 1 l'année dernière, et il y a d'autres demi-heures de jeu qui ont été parmi les pires et j'ai vu jouer Montpellier l'année dernière. Donc c'est pour dire en fait à quel point bah, il y a certaines de vos demi-heures qui étaient catastrophiques. Mais lui, il n'a raison et il n'aura raison que si collectivement ça va fonctionner, parce que c'est un football de proposition, c'est un football proactif, et forcément, tout ce que nous, on est en train de dire dans la fragilité défensive, dans le fait que Saint-Étienne soit trop rapidement mis en défaut, c'est aussi essentiellement dû au fait qu'offensivement, ils sont pas assez en maîtrise. Le pressing n'est pas assez coordonné, il y a des lignes parfois un peu trop distendues, parce que justement, lui, dans l'idée d'Orneland, on n'est pas mis en défaut parce qu'on a un football de proposition, parce qu'on a le ballon, parce qu'on presse haut, parce que nous, on met en défaut l'adversaire. Et c'est ça, en fait, où moi, vraiment, je l'attends beaucoup plus maintenant avec le matériel qu'il a à disposition, avec, on va pas se le cacher, la faiblesse globale de la concurrence, parce qu'il n'y a pas de mastodonte à part Saint-Étienne en Ligue 2 cette saison. Ça doit collectivement être plus abouti, ça c'est vrai. Just est d'accord, ça suffira pas pour espérer quelque chose de bien en Ligue 1, il faut bosser là. Ah bah, on parle déjà de la Ligue 1 ou déjà en Ligue 2? Ah, Moi, je vous trouve que m'avez c'est vendu la déjà Ligue 1, les gars. moi, je trouve que c'est déjà un problème pour la Ligue 2. Je suis d'accord avec Sylvain, j'en ai parlé dans mes chroniques. Je trouve que là, on a quand même affaire à quelqu'un qui est très dogmatique, qui a du mal à répondre tactiquement quand ça se passe pas comme il veut. En fait, en Hollande, il faut que ça marche, quoi. Il faut que son plan marche, euh, parce qu'il en a qu'un. Moi, je trouve sa gestion des coachings, enfin, moi, je n'y comprends rien, personnellement. Voilà. Je comprends pas non plus sa gestion du turnover, notamment en attaque, où il a quasiment deux attaques. Bon, voilà. Ça, c'est clair. Mais comme l'a dit David, il est comme ça, il a été embauché pour ça. Donc, je pense qu'il aura le soutien de l'actionnaire jusqu'à temps que ça marche pas, quoi. Voilà. Et à mon avis, ça peut effectivement passer cette année en Ligue 2 parce que l'effectif est effectivement supérieur à tous les autres effectifs, que les individualités vont pouvoir cacher le truc de temps en temps. Mais on a bien vu que l'année dernière, en Ligue 1, ça passait pas. Et j'ai peur que ces coachs-là, son plafond de verre, ça soit ça, et que ça passe pas en Ligue 1 l'année prochaine si on a la chance d'y être. Bah, il y a eu pas mal d'exemples. Tu sais, Jean-Marc Furlan, en Ligue 1, ça a régulièrement été Exactement. compliqué. Donc, parfois, en Ligue 2, en Exactement. fait, on s'est vraiment régalé. Mais parfois, en Ligue 1, la réalité a fait que c'était rapidement beaucoup, beaucoup plus compliqué. En Championship, il y a un entraîneur qui s'appelle Russell Martin, qui a fait monter Southampton. Parfait, enfin, il repartait de derrière, c'était impressionnant les circuits de passe. Il a pris, je crois, ses 2 points en 12 matchs en première ligue, où dès que l'adversité était beaucoup plus élevée, Ça répond plus. c'était beaucoup plus compliqué. Donc, bon, ouais, c'est des limites, vraiment les limites du dogmatisme. Et alors bizarrement, je suis moins enjoué sur Hollande en Ligue 2 que je l'étais en Ligue 1. En Ligue 1, vraiment, j'ai vu des séquences où je me dis, waouh, là c'est intéressant. Et en Ligue 2, je me dis, ah ouais, il y a toujours en fait ces mêmes défauts, même avec une adversité moindre. Je mets un plus gros bémol cette saison, c'est vrai. Ouais, on rappelle qu'Orneland a eu le trophée l'an dernier du Luis Enrique qui lui dit que c'est la plus haute position qu'il a eue sur 30 minutes depuis de toute la saison.
sur le match à Geoffroy. Donc c'était un trophée qu'on s'est consolé comme on a pu, on va dire, l'an dernier. Mais c'est vrai que ça peut ne pas suffire, surtout si l'adversaire arrive à nous lire et à nous contrer. On va devoir parler un peu des adversaires, justement. Il y a un match qui se profile. Fin de la trêve, on retourne au charbon. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. S'il y avait eu un quiz du Saint-Étienne Club, vous aurez sûrement demandé la dernière fois que Saint-Étienne a joué Le Mans. Ça doit remonter un petit peu. Le Mans, le dernier match était contre 3, si je dis pas de bêtises. 3 qui s'en est plutôt bien sorti au vu de la physionomie du match. C'est un promu, mais un promu qui tourne. Ça joue pas trop mal, moi, de ce que j'en ai vu. C'est plutôt sur une bonne dynamique. Est-ce que, toi, David, ce match, même si c'est à Saint-Étienne, etc., ça peut sentir le match traquenard, ou est-ce que la trêve peut peut-être avoir coupé un peu les jambes des Manceaux? Moi, Le Mans, je suis quand même assez surpris parce qu'ils ont fait un recrutement quelque part minimaliste. Après, ils ont un changement actionnarial. Je suis pas sûr que ça change énormément, hein, mais un peu, tu sais, avec un gros profil. Je crois qu'il y a de toute façon très, très, très éloigné. Il y a Djokovic qui a investi dans Le Mans, mais bon, enfin, c'est de toute façon très, très éloigné. Et ils ont fait un très bon début de saison. Moi, je crois beaucoup au momentum dans le sport. Donc, eux, ils ont un momentum de montée qui fait que ils ont été, enfin, vous allez me dire, vous, ça vous a pas servi l'année dernière, mais ils vous ont, qui les a poussés vers un bon début de saison. Ils ont des individualités que j'aime bien. Moi, j'aime bien le petit Vercruis qui était à Boulogne-sur-Mer l'année dernière, qui commence un peu à prendre ses marques. D'ailleurs, je crois qu'il a marqué son premier but lors du dernier match. J'aime bien Dame Gay, qui joue devant. Je trouve qu'il est qui est un très bon joueur, qui avait été très prolifique l'année dernière en national et qui, cette année, s'est complètement adapté. C'est une défense à 5 avec des pistons assez offensifs. Je pense que ça va être un bloc très emmerdant à jouer. C'est une équipe qui va jouer tous les coups offensivement. Je crois que c'est une équipe qui joue aussi jusqu'au bout, qui a mis énormément de buts dans les derniers instants. Donc, il y a peu de matchs que vous avez maîtrisés de A à Z. C'est peut-être le moment, justement, en fait, pour sortir sur 90 minutes une prestation un peu plus consistante. Mais j'ai pas envie de tomber dans des expressions un peu journalistiques. Il faut se méfier de tout le monde. Non, normalement, ça va être 3 points pour Saint-Étienne, mais c'est une opposition très cohérente. Sylvain, c'est le Mans contre Le Mans? Écoute, je sais pas si c'est le moment contre le Mans, mais c'est une équipe que j'ai vue quand même plusieurs fois parce ils ont joué plusieurs fois le lundi soir. Donc ça permet de Oui, les avoir un peu en vu que t'écoutes décalé. pas les copains quand tu vas dans l'émission, Exactement, exactement. Tout à fait, mais c'est déjà lucide de le savoir. Et non, c'est une équipe qui est joueuse quand même, je trouve. Est-ce que c'est un feu de paille, comme le dit David, un peu dans un momentum de la montée, etc. Je peux pas le dire, mais je trouve il y a un vrai plaisir autour de cette équipe, je trouve, dans la jouerie, dans ce qu'ils proposent, dans le projet. On sent que les joueurs, ils adhèrent, ils se plaisent et ils sont contents d'être là et de proposer ce qu'ils proposent. Donc voilà. Après, c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts, qui Ouais. en marque pas mal, mais qui en prend pas mal aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, bien qu'à Geoffroy Guichard, on ait des stats qui soient un peu moins bonnes qu'à l'extérieur en termes de points. Aujourd'hui, on doit être en mesure de battre Le Mans à Geoffroy Guichard. Je pense il y a pas de doute là-dessus. Maintenant, entre être en mesure et le faire, il y a un cap, c'est certain, et il faudra le passer. Surtout que on reste sur une vraie déception lors du dernier match à Geoffroy Guichard. Donc, d'autant plus par rapport aux supporters, il y aura une réelle volonté de gagner. Monjas, ce match post-trêve internationale, qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, nous a peut-être coûté cher au niveau des blessures. Euh, Toi, tu le sens comment? Il faut marquer Je la. vais pas ajouter. Ouais, moi je suis plutôt team David là-dessus, c'est-à-dire que bon, équipe sympa de Ligue 2, milieu de Ligue 2, mais qui a pas des résultats extraordinaires à l'extérieur, équipe qu'on doit battre. Je pense que ça, il serait bien, il serait de bon augure qu'on fasse un vrai match dominé, plein, où voilà, où on voit un peu plus de choses que ce qu'on a vu.
Maintenant, tu viens de faire le tremplin. J'attends de voir avec quelle équipe on va jouer parce qu'il y a quand même pas mal de casses. Et oui. Donc ça reste quand même. Enfin moi, de casses sur des joueurs importants. Mm. Ouais, très Donc important. ça peut être un paramètre quand même, hein, malgré tout. Hein. On n'a pas non plus une marge si importante que ça, qu'en perdant 3 joueurs importants, on puisse dire c'est pas grave, on en a 3 autres importants. On n'en est pas encore là. Donc ouais, on doit le gagner ce match, mais j'attends quand même de voir avec quelle équipe on va le jouer déjà. Même si malgré tout, je pense qu'on doit le gagner, Oui. quelle que soit l'équipe qu'on alignera. Il faut faire un statement, comme disent nos amis américains, sur ce match. Mais comme tu le dis, il y a eu de la casse pendant cette trêve. Pour ceux qui n'ont pas tout le contexte, on parle de Chico-Lamba qui serait peut-être touché. Ce qui, vous allez me dire ce que vous en pensez, pose peut-être la question de Batu Binsika qui reviendrait dans le groupe, hein, puisqu'on rappelle que Bernauer est suspendu. Mais le gros coup dur, à mon humble avis, c'est plutôt la blessure de Jabber qui peut-être sera indisponible. Il passait une IRM aujourd'hui. Je ne sais pas si les résultats sont tombés pendant qu'on discute, mais Alors, ouais. je peux peut-être rajouter quelque Sylvain. chose par rapport à Jaber. Aujourd'hui, donc, il est rentré à l'ETRA après avoir été avec sa sélection israélienne et avoir fait les tests médicaux qui ne lui ont pas permis de jouer le match contre la Norvège. Aujourd'hui, il est à l'ETRA. Aujourd'hui, il a couru. Il s'est entraîné individuellement, mais il a couru. On va voir comment ça évolue cette semaine, mais peut-être que le point est un peu moins dramatique que ce qu'on l'imaginait dans un premier temps. En revanche, pour Chico Lamba, Mais la ça donne sent pas bon semble là. être bien différente. Ouais. C'est un Mm. problème au pubis, c'est un problème qui est là depuis plusieurs semaines, et je crois qu'on atteint un stade où il est nécessaire de maintenant faire quelque chose pour, euh, pour stopper ça. Opération. Elle est discutée, elle est envisagée. Je ne sais pas si elle a été décidée ou pas, Mhm. mais l'opération est discutée, ouais. C'est- Donc De ce qu'on l'uvalgie, sait, c'est long, hein. l'opération est discutée. Ouais. Et puis c'est quelque chose qui est toujours difficile à maîtriser aussi. C'est des zones où on n'a pas toujours le total contrôle sur des footballeurs. Donc voilà, ça peut prendre du temps, comme pas. Ça dépend comment sont gérés les garçons, comment aussi génétiquement ils sont constitués. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte sur ces blessures-là. Donc pour les... alors, sans vouloir faire de l'autopromo pour vous les gars, c'est des infos qu'on va retrouver tout au long de la semaine en fil rouge sur le très bon site peuplevert.fr, c'est ça? C'est des infos qui sont déjà sorties aujourd'hui, oui. C'est des infos qu'on va peaufiner évidemment au fur et à mesure par rapport à ce que nous on sait. Il va forcément y avoir la conférence de presse de Orneland de jeudi qui va parler des deux cas. Nous, on va suivre aussi ce qui se passe du côté de l'ETRA au niveau des entraînements, si on arrive à se renseigner par rapport à ça, de voir si jamais on va intégrer le collectif ou pas. Honnêtement, pour Lamba, on est quand même très très sceptique sur le fait que la partie ce week-end. Voilà, parce que Jabber le sera, je pense que c'est une question difficile à répondre sur. Ouais, donc je sais pas si vous avez le même son que moi les gars, mais peut-être Sylvain qui nous appelle Moi, depuis un j'ai sous-marin. pas, non, j'ai pas entendu la fin, moi. Sylvain qui a été immergé par les eaux, c'est terrible, hein. Ça c'est, vous savez, c'est les choses Sors qui de la arrivent, hein. baignoire, Sylvain. Sors de la baignoire, même avec le tuba, on n'entend rien. Mais ça c'est parce qu'il a le micro en bleu, ça c'est terrible. Exactement. Non, mais tu es revenu, mais de ce que tu nous disais, vous allez vous suivre les. Et je fais le traducteur, c'est terrible. Que vous allez suivre les conférences de presse et autres infos et que vous allez retrouver tout ça sur le très bon site Peuple Vert où vous pouvez aussi retrouver la très bonne chronique de Joss Randall quand il décide de la faire. Quand il y a un match, mon grand, quand il y a un match, il n'y a pas de match. Oui, bah alors des fois il y a eu des matchs et puis bon, bah, bref, c'est un autre débat. On parle de Chico Lamba, donc vous l'aurez bien compris qu'il y a de grandes chances qu'il soit indisponible. Jabber, c'est une inconnue, mais pour moi c'est peut-être celle-là qui m'inquiète le plus. On a repéré depuis le début de la saison, c'est le premier nom que tu as cité aujourd'hui, David. Il y a une sorte de Jabber dépendance à Saint-Étienne.
Tu l'expliques comment? Enfin, déjà, ce joueur, tu le trouves comment? On en est un peu plus précis que ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et puis, Ah, je le trouve vraiment excellent. ouais, Moi, je suis tu le vois très très au-dessus. fan du profil. Ah oui, je le vois au-dessus. C'est un international israélien, donc enfin, Israël n'est pas non plus une énorme équipe européenne qui participe d'ailleurs jamais en fait aux compétitions internationales, même si il progresse petit à petit avec une génération correcte emmenée par Oscar Gluck, Mais il sort de nulle part, ce mec. qui est Enfin, titulaire à l'Ajax, mais oui, mais il sort il sort du Maccabi Haïfa. Il sortait de 2 bonnes saisons dans un club compétitif, mais je crois que c'est vraiment typiquement la recrue data. C'est-à-dire que c'est une recrue que tu achètes, je crois qu'il a 25 ans, que tu achètes ouais, c'est ça. dans la fleur de l'âge, donc pas forcément avec un objectif de faire une culbute énorme, mais on voit dans ce qu'il t'apporte, que ce soit tactiquement, que ce soit dans les transmissions, que ce soit dans la lecture. Franchement, il est très au-dessus du niveau de la Ligue 2 et surtout qu'il joue à un poste où vous êtes dépeuplé. Vous avez alors il n'a pas du tout le même profil, mais vous avez cédé Bouchouari, pour qui d'ailleurs je crois que ça se passe pas très bien à Trabzon, et vous n'avez pas forcément de doublure à ce poste. C'est peut-être Bernauer en fait qui peut monter. Je crois que Batou Benfica peut jouer aussi là. Il a joué d'ailleurs en sélection. Je suis un peu surpris, hein, mais il a joué dans un rôle un peu plus avancé. Donc c'est vrai que non, pour moi c'est vraiment lui et Anan, c'est mes 2 grosses satisfactions du recrutement. J'aime beaucoup ces 2 joueurs, mais surtout Jabber. Joss, c'est un peu Ah oui, notre nouveau chouchou quand même. bah, disons que c'est le métronome, c'est-à-dire que lui, il est bon tout le temps. Ouais. Il a un rôle de régulateur qui est juste dingue. Il casse des lignes à une vitesse. Euh, C'est Ouais. impressionnant. ouais, mais il récupère aussi beaucoup. Il sait mettre le pied quand il faut le mettre. Il sait marquer aussi. Peu de déchets. Enfin, très peu de déchets. Enfin, c'est vraiment la bonne pioche, quoi, la bonne surprise, hein. Et effectivement, dans tous ceux qui pourraient être amenés à manquer, une absence un peu longue durée de Jaber, là, serait préjudiciable à l'équipe. Après, sur Anan, je suis un tout petit peu moins enthousiaste que David, personnellement. Moi Ah. aussi. Ah, peut-être David, as-tu vu juste? En tout cas, l'avenir nous le dira. Anan, c'est plus un profil quand même un peu plus, on va dire, espoir dans son âge. On va finir par parler quand même de ce qui se passe en Ligue 2 ce week-end. Quelques grosses oppositions. Annecy, Clermont, Pau qui va à Grenoble, le Red Star qui va à Laval, Troyes qui reçoit Bastia. Il y a tout le monde joue un peu des matchs pas très faciles. Le calendrier de Saint-Étienne, messieurs, je vous l'affiche. Saint-Étienne Le Mans, Ouais. Saint-Étienne va à Annecy, Saint-Étienne reçoit Pau, Saint-Étienne va au Red Star et Saint-Étienne va à Troyes. Alors vous le voyez là, les 2 prochains matchs, c'est on va dire des adversaires milieu de tableau. Et puis après, patatras, on enchaîne les trois qui nous collent au basque. C'est pour ça que je parlais volontairement de potentielles absences longue durée. Lamba, Mm. on sent bien que ça pourrait durer longtemps. Jaber, on ne sait pas, mais il faudrait pas que ça dure longtemps parce que on va arriver C'est ça. sur la côte, là, sur la montée. Là. Donc, Sylvain parlait d'un premier bilan à la mi-saison. Peut-être qu'il y aura-t-il un point étape au soir du samedi 8 novembre. Pour vous, les gars, sur ces 5 matchs, allez, admettons, je ne vais même pas vous faire l'affront de vous demander contre Le Mans et Annecy, il faut prendre 3 points à chaque fois. Je ne me fais pas trop de soucis sur vos pronostics. Mais sur les 3 prochains, la réception de Pau et les 2 déplacements au Red Star et à 3, vous les anticipez comment ceux-là, Joss? ben, je vois, moi j'ambitionne 6 points effectivement là. Après, j'ai envie de dire, il faudrait faire 3 points partout, mais à la sortie de la planche des belles filles, là, la série, je dirais qu'il faudrait faire 7 sur 9. Voilà, il faudrait Donc faire 7 sur 9. il faut que tu aies à Ou, 13 ou sur, 6 13 sur sur 9, 15. 6 sur 9 au maximum, au minimum. 13 sur 15 du coup, parce que tu comptes bien les 6 points des 2 prochains matchs. Ouais, 13 sur 15, ça me va comme pronostic. Sylvain, sur les 5 prochains matchs, avec un focus sur les 3 d'après, les 3 derniers, on va dire. Est-ce que pour toi, ils sont primordiaux? C'est là que ça va se jouer? Déjà, il y a une donne qui n'est pas négligeable, c'est que pour les 3 derniers matchs, on va récupérer Bernauer. Donc potentiellement, l'absence de Chico Lamba sera compensée par le retour de Bernauer de blessure. Donc cette absence-là, elle sera
peut-être De un peu suspension. moins Suspension, préjudiciable. Ouais, de suspension, pardon. Elle sera donc un peu moins préjudiciable. Maintenant, si on parle purement comptable, évidemment qu'il faut aller chercher un 6 sur 6 entre Le Mans et Annecy, mais Annecy va retrouver son stade. C'est toujours une équipe difficile à manœuvrer, chez qui on n'a jamais gagné les 2 années de Ligue 2 qu'on a fait. Donc il faudra quand même faire le nécessaire, ça sera pas simple. J'ai moins peur du match à la maison contre Pau, dans le sens où Pau, c'est une équipe très joueuse, mais je pense que c'est une équipe à qui on peut faire vraiment très mal parce qu'ils sont défensivement quand même pas forcément toujours très safe. Ils prennent beaucoup de buts, ils en marquent beaucoup également, donc ça risque d'être un match assez spectaculaire. Moi, je pense que on peut tabler sur 4 victoires sur 5, comme on l'a fait lors de la dernière série, ça serait top. Ça serait top. Allez, David, fais-nous rêver, parce que nous, on nous dira qu'on n'est pas objectif. Ah non, mais 12 sur 15, je pense que vous laissez un joker. C'est vrai que vous allez avoir des matchs pas évidents. Au Red Star, ça peut être avec le public, ça peut vite devenir compliqué. Mais non, 12 sur 15, je pense que vous serez dans les temps pour maintenir votre très bonne position au classement. Ouais, je vois du 6, je vois du 9 dans le chat. On est un peu moins optimiste dans le chat. Mais peut-être, c'est peut-être pour être mieux surpris positivement après. On arrive au bout de l'émission, messieurs. On va devoir faire cet instant prono, parce que la trêve ne nous enlèvera pas ça. Alors, ça doit être ma fiche qui est mauvaise, parce que je vois que pour le dernier match, Joss a marqué 4 points, puisqu'il a trouvé le bon vainqueur et le bon score. J'ai été brillant, effectivement, comme assez souvent dès que le jeu n'est pas truqué, quoi. On rappelle que t'as gagné la dernière saison quand même, donc pour quelqu'un qui crie au trucage, c'est quand même... C'était d'autant plus méritoire de gagner un jeu truqué. Oui, certains diront que la triche voilà. t'a profité, mais bon, c'est pas Donnez vos pronostics dans le chat. On rappelle aussi un point pour Valentin, un point pour Gabriel, et 0 pour Keun, qui part lentement. On va dire qu'il nous fait un petit diesel, le Keun. On va laisser David réfléchir encore un petit peu et s'inspirer de votre expertise. Joss, puisque tu es le génie de la dernière émission, que vois-tu dans ta boule de cristal ? Bien sûr, je veux le score et je veux les buteurs pour Saint-Étienne. 2-0, Stassin et Cardona qui nous doit quelque chose là sur les derniers matchs. Ok, attends, je prends mon calepin. 2-0, Stassin, Cardona. Je vois qu'on n'est pas très original, très bien. Stassin n'a pas marqué depuis 2 matchs, alors il va forcément. Non, mais je suis pas là pour juger. Après tout, c'est toi l'expert. Sylvain, sur ce match, qu'est-ce que tu sens ? Moi, je dirais 3-1. Ouais. Buteur, je pense que Stassin va marquer, oui, c'est un fait. Je pense qu'on va avoir un milieu de terrain, une pièce sur Moefek. Ouais. Et puis il y a un ailier qui va marquer, Boaki. Allez, Boaki, ça serait bien. Ok, c'est le moment de se mouiller, David. 3-1, Stassin, David Tachvili, Nadé. Oh, la grosse cote. Tu veux Ouais, si tu trouves le buteur du Mans, ouais, si tu trouves le buteur du Mans, David, c'est banco. Ouais, allez, Guay. Voilà, je laisserai soin à la régie de noter l'orthographe. Le gars, parce que je vais pas il prend le meilleur buteur. Genre, le mec, il se mouille pas, quoi. Il prend le meilleur buteur. Oui, tranquillou, quoi. Non, et puis moi je vais jouer la grosse cote. Je vois bien un 3-0 sec, doublé de Stassin et un but de Hanan, tiens, qui va faire donner raison à David, pardon, et nous faire taire, bande de langue de vipère. Et je vois du 2-1 dans le chat, je vois du 3-1, je vois du 3-0, je vois 2 fois 3-0. Non mais là, les gens sont beaucoup trop optimistes, plus que sur le plan comptable. Messieurs, c'est une fin d'émission. Merci d'avoir été avec moi. On a un petit chouille débordé, mais quand on s'amuse, on ne compte pas. Merci d'avoir été là dans le chat, aussi nombreux un soir de trêve internationale. Pendant ce temps, la France perd en Islande, et c'est tout ce que je peux vous donner comme info footballistique du soir sur le direct. Si vous nous écoutez en replay, vous aurez en plus le résultat, donc vous ne serez pas spoilés. C'était un plaisir, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine avec 3 points de plus. En attendant, passez une bonne semaine, prenez soin de vous,